Bonjour. Je suis Gérard Vallès, donc le présentateur de cette table ronde. Bonjour au public qui, j'espère, va venir plus nombreux encore pour entendre les interventions de nos invités, puis en même temps aussi peut-être poser des questions qui peuvent se poser, car effectivement, nous sommes sur une thématique extrêmement importante et qui pose question. Nous sommes réunis ici à Nice parce que nous nous sentons concernés par deux événements de taille. Deux événements qui, à titre personnel ou à titre plus officiel, requièrent notre engagement. Dans 2 jours s'ouvre bien sûr l'UNOC 3, la conférence des Nations Unies qui, à l'initiative de la France et du Costa Rica, va se pencher sur la santé de nos océans. 10 ans après la COP 21 de Paris sur le climat, au cours de laquelle les pays présents s'étaient mis d'accord pour limiter à 2% le réchauffement climatique par rapport aux années 50, 1850. On espère la même prise de conscience et surtout la même détermination pour améliorer et préserver la santé des océans qui, avec 71% de la surface du globe, représentent de formidables puits à carbone et donc de précieux alliés dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Et puis il y a cette initiative lancée par les CES, les Conseils économiques et sociaux de l'arc méditerranéen, visant à créer un observatoire scientifique sur la pollution par les plastiques en Méditerranée. Je précise que ce qu'on appelle l'arc méditerranéen, ce sont les CES de 8 régions, autant de représentations des sociétés civiles, Andalousie, Catalogne, Communauté valencienne, Corse, Baléares, Murcie, Occitanie et PACA, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Le plastique dans l'eau, sur Terre et même dans les airs, c'est le mal du siècle. Quelque part dans le Pacifique Nord flotte ce qu'on appelle un 7e continent, un continent de plastique aggloméré là par les courants marins et par les vents. C'est une véritable vision d'apocalypse pour ceux qui ont pu voir des reportages sur ce fameux continent. En Méditerranée, et c'est bien l'objet de notre réunion, la situation est aussi préoccupante. Les plastiques, il faut le savoir, c'est 76 kilos par personne. Si l'on en croit une étude de 2016, il est probable même que ça a encore augmenté depuis. Et nous sommes autour de la Méditerranée, 450 millions d'habitants. La Mare Nostrum, chère aux anciens Romains, est une mer semi-fermée. Du coup, il faut 90 ans pour le renouvellement des eaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi espérer une dispersion rapide de ces polluants. Nos CES, donc, nos conseils économiques et sociaux, se sont emparés il y a déjà longtemps de ces questions. Alors je vais vous donner rapidement 3 repères, mais il y en a d'autres que l'on pourrait citer et que certainement nos interlocuteurs ne manqueront pas de citer. En 2019, la déclaration de Palma de Majorque. 2022, maintenant ou jamais, sauvons la Méditerranée. C'était le fameux colloque international de Montpellier. Et puis entre les deux, en 2020, il y a eu un avis très remarqué du Césaire Occitanie, et donc nous allons en reparler. Je précise pour ceux qui sont anglophones d'ailleurs qu'il y a une traduction possible, donc il suffit de prendre le casque pour pouvoir suivre cette réunion. Je vous présente donc nos invités de ce jour. Nathalie Vert, conseillère et rapporteure du fameux avis du Césaire de 2020, nous en reparlons tout à l'heure. Marie Ruissen, directrice de la station Ifremer de Sète. Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Océan International. Nous allons voir ce que ça veut dire tout ça. Émilie Varro, vice-présidente déléguée du Césaire Occitanie en charge de la commission littorale. Marie-Jeanne Nicoli, présidente du Conseil économique, social et environnemental et culturel. La Corse, ça rajoute ça, et culturel de la Corse. Et puis, bien sûr, Jean-Louis Chauzy, président du Césaire Occitanie, président du réseau des CES de l'arc méditerranéen.
Nous recevrons probablement avant la fin de cette réunion Nathalie Vandenbroek, qui est vice-présidente déléguée du Césaire Sud-PACA, mais qui est aussi membre du CESE et qui pourra donc nous parler aussi de ce qui est en train de se concocter ici, dans ce territoire. Alors revenons donc à ce fameux avis de 2020. Nathalie Vert. Est-ce que la Méditerranée est en train de vivre une indigestion de plastique? Alors, bonjour à tous. Une indigestion de plastique, certainement Gérard. Nous avons le Césaire Occitanie et la Commission Littorale Méditerranée a commencé à s'intéresser d'abord à tout ce qui touchait à la pêche. En travaillant sur les questions liées à la pêche en Méditerranée, nous avons été alertés par les problématiques qui atteignaient le poisson bleu et la taille des poissons bleus. Donc on s'est quand même demandé, mais pourquoi ces poissons ont cessé de grossir? Ensuite, nous avons examiné les effets du changement climatique sur le trait de côte. Et là, les questions de pollution marine sont arrivées à notre visibilité. Et insensiblement, nous nous sommes penchés sur les questions de pollution, et c'est la pollution plastique qui est apparue comme étant le phénomène majeur qui allait très certainement impacter à la fois le grand cycle de l'eau, puisque cette pollution marine, on a compris qu'elle venait de la Terre et qu'elle retournait à la Terre, et que voilà un cycle assez néfaste qui s'était enclenché. Nous sommes une société civile organisée, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des membres de la population, des citoyens d'Occitanie, donc avec une approche profane des situations, et nous consultons, nous auditionnons des personnalités qualifiées dans leur domaine, et pour travailler sur les pollutions plastiques, nous avons bien entendu interrogé les responsables des agences de l'eau pour comprendre d'où venait cette pollution. Nous avons eu le plaisir de recevoir Patrick Dexon, qui est venu nous expliquer les résultats des propres observations donc de 7e continent. Et puis nous avons également auditionné des associations qui se spécialisent sur la protection de l'environnement. Tout cela nous a conduit quand même à comprendre qu'il y avait un cycle à observer entre la production des déchets, la production du plastique qui générait des déchets, et nous interroger sur les modalités de traitement de ces déchets. Et c'est là où nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y avait qu'une issue pour gérer cette pollution, c'était d'en tarir la source, et que les biais qui étaient introduits par les idées de recyclage de plastique, qui finalement sont dans le meilleur des cas du décyclage, ne sont pas une solution. Et c'est pourquoi nous avons conclu, au final, nos travaux nous ont conduit à conclure qu'il y avait nécessité d'observer la réalité de ces apports de pollution en Méditerranée, tout en ayant une action forte de la société civile réunie sur l'ensemble du bassin méditerranéen pour arriver à pousser les États à négocier des traités internationaux qui vont stopper la production du plastique, ou en tout cas la ralentir extrêmement fortement, pour que la source de cette pollution soit limitée. Je voudrais juste revenir un tout petit instant sur ce que vous avez dit, parce que ça, effectivement, ça saute aux oreilles. Vous dites les Césaires, les CESE ne sont pas des spécialistes de ces questions-là, et on le sait, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, le Césaire Occitanie, à vous pencher sur la question des plastiques en Méditerranée? C'est la vision de la mer? C'est une expérience vécue? C'est quoi? Alors, on a, en tant que membre de la Commission Méditerranée, nous auditionnons dans le cadre de nos travaux différents interlocuteurs, différents organismes, différents scientifiques, différents spécialistes, et on a bien senti qu'il y avait une convergence des analyses et des visions qui insensiblement nous ont conduit à nous pencher sur ce phénomène. Et je crois que ce qui vraiment nous a alertés, c'est la thématique du poisson bleu. C'est le fait que le poisson bleu en Méditerranée nous envoyait des signaux de difficulté dans la croissance. Et
Alors, encore une fois, on a peut-être utilisé des raccourcis, mais on s'est dit, est-ce que finalement ces poissons ne seraient pas en train d'ingérer quelque chose qui ne les nourrit pas ? Ce danger-là, oui, absolument. Et donc, parmi vos préconisations, vos conclusions, on va vers quoi ? Vous dites qu'il faut éradiquer les plastiques en Méditerranée, oui. Mais comment on fait ? Alors, les sociétés civiles ne peuvent que peser pour faire en sorte que les États, les régions, les instances politiques prennent les décisions et organisent en tout cas les aspects réglementaires, les aspects législatifs qui vont pouvoir contraindre à la réduction de cette production et à la réduction de son utilisation. Nous sommes également consommateurs, nous sommes utilisateurs, donc on va essayer d'influer sur ce cycle-là. On aura l'occasion d'ailleurs de reposer la question, mais est-ce que vous avez le sentiment que les institutions, le pouvoir politique, qu'il soit local, régional ou national, entend ce genre d'alerte, ce genre d'appel ? Oui. Très clairement, les appels sont entendus, les messages sont entendus, mais les contraintes du monde économique sont telles qu'il va falloir trouver le juste milieu entre les intérêts croisés de la population, de l'économie, de la production et parfois de la survie de certains écosystèmes économiques. Voilà. Alors c'est une question que je poserai peut-être d'ailleurs à tous nos interlocuteurs, mais vous pensez qu'on va en sortir un jour ? Il le faut. Personnellement, vous y croyez ? Il le faut. Il y a la dernière ligne droite de la négociation d'un traité international de lutte contre les pollutions plastiques qui est engagée et on a vraiment un grand espoir. Et en tant que société civile, il faut que nous pesions de tout notre poids pour que les États entendent que cet étouffement par la matière plastique de la vie marine est mortifère. Et un dernier point, peut-être, pourquoi la Méditerranée est-elle une mer particulièrement concernée par les rejets plastiques ? Alors là, je vais peut-être vraiment relayer à mes camarades scientifiques, mais il me semble que cette mer, quand on l'observe, elle est fermée. Il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 90 ans pour que son eau se renouvelle. Quand on regarde les modélisations de Mercator et qu'on voit que ce sont essentiellement les rivières qui amènent de la matière plastique, mécaniquement, cette mer-là, elle est très très fragile et très très sensible à cette pollution particulière. D'accord. On va d'ailleurs tout à l'heure parler des usages et effectivement des comportements des populations riveraines, parce que c'est effectivement une des grandes sources de pollution sur nos rivières. Alors, Maria Ruyssen, l'Ifremer, vous êtes directrice de la station Ifremer de Sète. Vous avez un rôle éminent dans la recherche sur les plastiques et notamment sur la nécessité et sur la capacité à trouver des solutions opérationnelles. Dites-nous de quoi il s'agit exactement là. Oui, merci de votre écoute. Donc, effectivement, je suis directrice de l'Ifremer. Donc, l'Ifremer, c'est l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. Et donc, moi, je suis responsable de la station Ifremer de Sète et je travaille particulièrement sur l'accompagnement des politiques publiques occitanes et puis de l'arc méditerranéen aussi sur ce type de sujet. Donc, mon propos, il va tenir en deux sujets. On va commencer par la recherche et puis on va glisser nécessairement vers la politique, puisque ça va de pair. Donc la recherche, effectivement, l'effort de recherche qui a été mené par l'Ifremer sur les pollutions, en partie des pollutions plastiques, puisque c'est un des nombreux types de pollutions qui affectent le bassin méditerranéen. C'est un effort qui a commencé il y a une grosse dizaine d'années, qui a été porté par certains chercheurs emblématiques. Et donc, je saluerai notamment François Galgani, qui a un nom qui parle aux personnes qui s'intéressent à la pollution plastique, selon des méthodes scientifiques qui touchent nécessairement d'abord à la caractérisation. Quelle est ma pollution? Quelle est sa nature? Quelle est sa taille? Ensuite, à la quantification. Combien j'émets de pollution plastique et dans quel type d'environnement, et puis ensuite forcément à l'évaluation le plus possible des effets sur les écosystèmes et les espèces. Nathalie en a cité une, mais les espèces individuelles. Et donc ces efforts, on a travaillé sur la caractérisation des déchets, puis des déchets plastiques, puis des microplastiques, maintenant des nanoplastiques, puisque c'est une pollution qui est évolutive dans sa taille, dans sa forme. Donc c'est des
des efforts de recherche qui sont finalement en continu et permanent pour toujours accompagner la connaissance de ce type de pollution qui évolue, qui se déplace, qui sont de plus en plus imperceptibles aussi, dont la nature change, les composants du plastique changent, on s'adapte, on va toujours vers plus de biodégradabilité, donc vers plus de fragmentation aussi de la particule plastique dans le milieu. Donc on génère aussi d'autres problèmes. On génère un problème de perception, de recyclabilité, etc. Et puis ensuite, on a travaillé donc, sur les effets. Et donc, dans ces effets, il y a 3 grandes menaces en fait, de la pollution plastique. La première, c'est le transport. Parce que le plastique, c'est un excellent vecteur de pathogènes, donc de maladies. Et quand on a ces grands déplacements de grandes masses plastiques, on court le risque d'emporter avec ces masses plastiques des pathogènes, mais pas que, en fait, des espèces. Donc on va transporter des organismes qui ne sont pas censés se retrouver dans le lieu où ils vont terminer avec ce vecteur plastique qui va migrer au gré des courants, au gré des rivières, au gré des bassins versants. La deuxième grande menace, c'est l'ingestion. Donc on en discutait effectivement sur ce sujet des sardines, mais ça touche les mammifères marins, ça touche les grands animaux, parce que là c'est particulièrement visible. En fait, ça touche l'ensemble de la chaîne trophique, donc de la chaîne d'alimentation de l'écosystème qui va permettre aux espèces d'évoluer, de grandir, de se reproduire. Ça a un très fort potentiel de remplacement de plastique dans une chaîne qui devient de plus en plus invisible et donc de moins en moins connue et comprise. Donc on a un très gros effort d'acquisition de connaissances à poursuivre sur ce sujet-là. Et le troisième effet, alors là, c'est quand on va vers des plastiques plus grands, c'est l'étouffement. Donc ça peut être des filets de pêche perdus, on en a énormément parlé, mais c'est aussi tout ce qu'on va trouver au gré de ce que transportent nos rivières, nos navires, etc. et qui arrive en mer parce que c'est l'ultime réceptacle des activités humaines. Et donc ces accumulations de déchets plastiques étouffent le fond des fosses, étouffent les canyons, étouffent divers écosystèmes sensibles. Donc on a toujours ces 3 phases de recherche, caractérisation, effet et puis évaluation comme ça de l'impact qui vont se poursuivre au quotidien avec l'ensemble des partenaires scientifiques. Et donc là où elle glisse, cet effort de recherche glisse vers la gouvernance, c'est qu'on a fait d'énormes avancées dans la connaissance ces 10 dernières années et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que on sait que nos plastiques ils viennent majoritairement de la Terre, donc on sait qu'on a un gros effet d'adéquation et d'adaptation des politiques terrestres et des politiques marines. On sait qu'en France, on n'est pas forcément super bon pour faire le continuum terre-mer. On n'a pas les mêmes administrations, on n'a pas les mêmes lois, et donc nécessairement, on a plein de problèmes de dialogue, de communication à régler. Et donc, dans cet effort de gouvernance, l'Ifremer a souhaité aussi passer un cap en étant les porteurs de ce qu'on appelle un lighthouse, c'est-à-dire en étant les animateurs, entre guillemets, français de la mission Europe 2030, qui est une mission portée à l'échelle européenne sur tous les pays méditerranéens concernés. Et donc le Blue Mission Med, donc sa mission Europe 2030, a un focus sur les pollutions plastiques avec un objectif européen très fort de réduire de 50% les déchets plastiques à l'échelle du bassin, donc 50%, 30% de microplastiques en moins. Et donc il y a d'énormes efforts financiers et d'énormes efforts de gouvernance qui sont menés sous la coordination en France de l'Ifremer, en Italie de nos partenaires donc du Conseil national de la recherche italienne qui a son navire amarré d'ailleurs à l'UNOC en ce moment, etc. Et donc on fait cet effort de coordination des pouvoirs politiques, des pouvoirs d'innovation, parce qu'on sait que nos 2 enjeux, ils sont là maintenant. Une réglementation contraignante, parce que sans réglementation contraignante, on n'arrivera jamais à observer des baisses drastiques et à inciter les comportements sociaux à changer. Et à accompagner aussi les industries, parce qu'on a toujours cette économie bleue qui fait vivre aussi nos territoires littoraux. C'est pas la peine de s'en cacher ou de les reléguer derrière, mais qu'il faut accompagner vers avoir les bonnes pratiques en termes de remplacement des plastiques dans ce qu'elles produisent pour nos sociétés. Donc Blue Mission Med, animé par l'Ifremer sur le Lighthouse français, c'est vraiment sa vocation, mettre ensemble tout le réseau des opérateurs politiques et de l'innovation pour aboutir à des solutions
solutions concrètes qui soient transposables entre la France, l'Espagne, l'Italie, Malte, la Turquie, etc. Donc tous ces pays du bassin méditerranéen qui sont aussi acteurs de cette pollution, dans ses effets réels comme dans les moyens de la réduire. On vient d'entendre effectivement un nombre de missions assez considérable. Vous avez les moyens de conduire tout ça? Parce que vous parlez des problèmes politiques et de gouvernance, mais est-ce que vous avez les moyens, ne serait-ce qu'en personnel? Alors, moi j'aime bien cette question parce que je la trouve intéressante, surtout sur le plastique, parce qu'en fait, on en revient à un stade où à un moment on s'est dit, 80% des déchets viennent de la Terre. 80% de ces pollutions viennent de la Terre. On sait, on les connaît pas trop mal. Qu'est-ce qu'on fait de notre effort humain et financier de recherche sur cette thématique quand on a la pêche, l'aquaculture, l'environnement global, les biotechnologies, les algues, les rejets du bassin versant et j'en passe à regarder. Donc c'est une vraie question. Les moyens, moi je pense qu'on les a à partir du moment où on les répartit entre différents actes de priorité. Aujourd'hui, la thématique plastique, pour moi, elle montre clairement qu'on a ce besoin de passer à une observation moderne, mais ça je laisserai la personne qui est à côté de moi en parler, donc de passer à une observation systématique, systémique et automatisée, et surtout de passer à la réglementation. Donc pour moi, c'est plus tellement un problème de moyens de recherche et de temps à consacrer de la part de la recherche, c'est vraiment un problème politique, d'usage et sociétal en fait. Ouais. Oui, juste une petite dernière question, peut-être que j'en aurai une autre après, mais vous êtes combien à 7 physiquement? Alors à 7, on est plusieurs, il n'y a pas que des personnels Ifremer, ce sont ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche. C'est une station qui va osciller entre 80 et 120 personnes en fonction des accueils de stagiaires, de doctorants. Voilà, c'est une des grandes stations de Méditerranée, parmi les 25 stations littorales que compte l'Ifremer. Ouais. D'accord, merci. Alors Pierre Bahurel, vous êtes directeur général de Mercator Océan International. Mercator Océan International. Déjà, j'ai envie de vous demander, c'est quoi? Bonjour, merci de votre invitation. Donc, Mercator Océan, c'est un centre de prévision océanique, c'est-à-dire une organisation capable de décrire et de prévoir, de remonter dans le passé, de décrire l'état de l'environnement, donc les courants, la salinité, la présence de glace. Et on fait ça sur l'ensemble de l'océan, c'est-à-dire sur l'ensemble du globe, mais également sur l'ensemble de la colonne d'eau, de la surface jusqu'au fond. Et on remonte quelques décennies en arrière et on fait des prévisions. Donc ça, c'est Mercator Océan, c'est sa première identité. La seconde, c'est qu'on a été choisi par la Commission européenne pour opérer le service européen de prévision océanique. C'est-à-dire que s'il existe un centre européen de prévision océanique, c'est Mercator Océan. Et le nom de ce service, c'est Copernicus. Ce qui non seulement pointe sur Mercator Océan, mais sur tout un réseau de partenaires qu'on a partout en Europe. Donc on a créé un grand réseau de partenaires et on a ainsi maillé tout le territoire européen avec les meilleurs spécialistes pour rassembler de la donnée, des prévisions sur la Méditerranée, puisqu'on en parle aujourd'hui, mais sur la Baltique, sur l'Atlantique, et ensuite sur l'ensemble du globe, pour servir comme ceci des milliers d'abonnés partout dans le monde. Donc c'est ce métier-là qu'on fait. Et pour aller sur notre sujet, je vais vous laisser poser les questions, vous allez mener le débat, mais on est passé d'une activité très scientifique, ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, à une activité très opérationnelle, très tournée vers les applications, pour servir des entrepreneurs, pour servir des gens qui vont gérer de la pêche durable, qui vont travailler sur l'accès aux les conditions côtières littorales, à une situation aujourd'hui qui est très orienté vers le soutien de la gouvernance des océans, le soutien des politiques qui ont besoin d'avoir des données scientifiques non seulement accessibles, mais en plus exploitables. C'est-à-dire ce qui a été assez bien expliqué par Maria, c'est-à-dire qu'au-delà d'un résultat de recherche, il faut ensuite créer les moyens pour que ce soit exploité par ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc c'est ce qui se passe et c'est aussi pour ça qu'on a ce pavillon sur lequel on est accueilli aujourd'hui, qui est un pavillon européen où on a mis en valeur tous les outils numériques qui servent à ça. Et c'est pour ça qu'on est au cœur du dispositif de la Nations Unies. Voilà. Vous travaillez sur les mers, les océans. Vous êtes installé à Toulouse, c'est ça? Donc à l'intérieur des terres. Pour une très bonne raison, c'est qu'on n'a pas voulu se placer dans un débat entre Méditerranée et Atlantique. On est très neutre.
Et quand on donne un avis sur le meilleur endroit pour aller, on est complètement, on a une conviction justement de la neutralité d'un Toulousain qui n'est ni méditerranéen ni atlantique. C'est assez tactique. Oh, mais voilà une bonne raison. Et l'autre raison, c'est que tous nos systèmes sont d'abord nourris en premier mouvement par toutes les observations des satellites, et que Toulouse est un territoire où le spatial a quand même un peu d'importance. Et donc on part de là et ensuite on y intègre toutes les observations de terrain pour intégrer tout ça dans les logiciels qu'on manipule. Alors je voudrais qu'on rentre un peu dans le concret de votre activité. Vous nous avez brossé le paysage général. On parle de modélisation. Alors la modélisation des océans, c'est quoi? Ça permet quoi et c'est quoi comme résultat? Parce que là je pense qu'il va y avoir des questions. Un modèle, c'est un super logiciel qui permet de simuler l'océan. Donc c'est d'abord la transformation de toute la connaissance scientifique des équations dans un système informatique, dans un logiciel avec lequel on peut jouer. Donc c'est à la fois quelque chose de très intelligent, on y met de l'intelligence humaine, on y met de l'intelligence artificielle si vous me posez la question, on y met tout ça. Donc c'est à la fois un système très intelligent, mais aussi très stupide si on ne lui met pas des observations réelles et sérieuses à l'intérieur. Donc il faut le nourrir avec des observations réelles, soit par satellite, soit des observations in situ, c'est-à-dire prises en mer et qui vous donnent la température ou d'autres, la salinité, ce que vous voulez sur la colonne d'eau. Et on a à ce moment-là des gens spécialistes de maths appliquées qui vont intégrer ces observations dans le modèle et qui est un monstre numérique qu'il faut manipuler avec précaution pour que ça avance bien. Une fois qu'on a fait tout ça, nous, je vous donne quelques ordres de grandeur pour donner une idée de ce que c'est. L'océan mondial modélisé ainsi, c'est 10 milliards de points partout sur la surface et en profondeur. Et toutes les 2 minutes, on met à jour 30 variables. La température, la salinité, les courants, l'acidité, etc. Et donc c'est ce dispositif-là numérique qu'on manipule et dans lequel on injecte de façon constante des observations réelles et puis on le lâche pour regarder des prévisions dans le futur, où on rejoue patiemment ce qui s'est passé sur les 3, 4, 5 décennies pour regarder la tendance et regarder la mer qui monte, la glace qui fond, l'acidité qui augmente, ce genre de phénomènes qu'on connaît, mais qu'on mesure de façon assez précise, qu'on remodélise de façon précise avec ces systèmes. Ça veut dire que vous analysez tous les aspects de la vie des océans et des mers? Ça veut dire qu'on a commencé par... on va arriver au plastique. Hein. On a commencé par quelque chose qui est notre première école de connaissances, qui est la physique de l'océan. La physique, c'est la température et les courants, ce genre de choses. Qu'on a progressivement ajouté la biogéochimie. Donc on y met du phosphate, des nutriments, qui sont les premiers éléments nécessaires à la vie, mais il n'y a pas encore vraiment. On y a rajouté de la glace pour pouvoir couvrir les pôles. Donc là, on commence à avoir un système assez complexe. Ensuite, on a rajouté un peu de haute fréquence pour mettre de la marée, pour que ça devienne un peu plus... Donc au fur et à mesure de la prise de maturité des systèmes, on se rapproche de quelque chose qui est assez réaliste. Et là, on a 2 défis. De se connecter avec le vivant, de se coupler avec des modèles de biologie, de poissons, de populations de poissons. Donc on a des couplages avec ce genre de choses. Comment l'environnement qui est modélisé dans ce système-là va avoir de l'influence sur la vie. Ça, c'est une belle histoire. Et une autre histoire qui est, on va y rajouter tout ce que l'homme a inventé pour salir ce dispositif-là. Parce que pour l'instant, on travaille avec un océan assez propre, nous. Alors on va y rajouter du plastique, on va y rajouter je sais pas ce que vous voulez, du CO2 pour un peu créer des problèmes de l'acidité, du réchauffement, etc. Et on regarde comment les choses se passent, comment elles évoluent dans le futur. Et ce qui est donc intéressant avec le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est ce plastique, c'est que vous avez un super logiciel, vous jouez avec. On peut, et vous le voyez sur les écrans qui sont pas très loin de nous, on peut vous jeter plein de bouteilles en plastique au large de Nice et vous dire où ça va aller. Et on le fait de façon réaliste et sérieuse avec des vraies prévisions de courant. Et si vous êtes gestionnaire d'un territoire régional, vous allez pouvoir comprendre que votre pollution va aller chez les voisins et à quel rythme. Et vous pouvez aussi jouer à l'envers, c'est-à-dire que vous avez de la pollution chez vous, vous pouvez trouver d'où ça vient. Et pour revenir à votre intervention, madame, une fois qu'on joue avec ça, rien que sur le bassin méditerranéen, on se rend compte assez vite qu'on ne va pas régler le problème du territoire Occitanie sans aller discuter au niveau non seulement interrégional, mais aussi intergouvernemental et sur l'ensemble du bassin. Et donc ces grands traités internationaux pour essayer de réguler le dispositif sur le plastique,
trouve tout d'un coup son sens parce qu'on se rend compte qu'on peut toujours, et il faut le faire, aller nettoyer les plages encore et encore. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas un accord à ce niveau-là. Donc ces systèmes sont assez formidables pour créer ce genre d'informations et expliquer ce qui est en train de se jouer. On travaille beaucoup avec des ONG qui vont en mer pour aller faire des prélèvements. On peut leur dire où est-ce qu'il y a une probabilité de concentration de plastique, etc. Point numéro 1. Donc formidable. Et donc très heureux de faire ce sujet. Point numéro 2. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas d'observation, ce système, il joue à vide. Et on a un grand sujet sur le plastique. C'est qu'on a très peu d'observations réelles et sérieuses et organisées de façon opérationnelle pour vraiment attester de ce qui est vraiment en train de se jouer. On a un très très fort travail de recherche, on fait des prélèvements, on comprend ce qui se joue, on regarde les impacts et comment ça passe les différentes barrières, etc. D'avoir un réel système d'observation du plastique manque terriblement. Donc on sait bien que la production mondiale de plastique a augmenté de façon effrayante. Oui, voilà, donc 2 millions de tonnes il y a 75 ans, 400 aujourd'hui, quoi. C'est horrible. Et on n'est pas capable d'avoir un système de monitoring, de surveillance précis de ce qui se passe dans les océans, même si on sait on sait à peu près le taux de transfert de tout ça dans l'océan. Et ça manque. Et donc notre système opérationnel, qui est un merveilleux système, si vous ne lui donnez pas ce genre d'observation, il va vous expliquer, il va vous faire des scénarios sur ce qui pourrait se passer, mais il aura du mal à vous décrire la réalité. Donc le grand défi pour nous, c'est de voir se développer des observatoires sur une base opérationnelle, et ça c'est un effort significatif. Alors je vais donner peut-être la parole à la salle s'il y a des questions là-dessus, parce que je crois que c'est un outil absolument fantastique qui a été mis en place. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais quand même ne pas oublier une question. Les observatoires, l'observation, mais qui peut faire ça? C'est des spécialistes? C'est qui? Moi je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'on demande souvent aux chercheurs de faire des choses, qu'ils le font très bien. Ils le font avec leurs moyens et on a une capacité, on a une assez belle organisation au niveau européen et même au niveau mondial, c'est-à-dire dans le partage de la donnée pour qu'ensuite la moindre observation soit valorisée et puisse rentrer dans les systèmes. Mais je trouve complètement inconséquent de laisser reposer tout cet effort opérationnel, parce que là on est vraiment sur un effort opérationnel. Je trouve ça complètement inconséquent de laisser reposer ça sur un effort de recherche. La recherche, elle est là pour aller observer des phénomènes et apprendre et nous amener un cran plus loin. Mais il faut sécuriser la partie opérationnelle. Sinon quoi? On va rester coincé comme ça ou alors on va abandonner cette partie-là. Et si je fais une analogie avec ce qui se passe par exemple en météo, il y a des observations opérationnelles de différents phénomènes. Et quand il s'agit d'aller explorer, d'innover sur un autre phénomène, il y a une recherche qui se met en œuvre. L'océanographie est juste à ce point de bascule. On reconnaît, il y a des services opérationnels qui tournent depuis, on va célébrer là les 10 ans du service opérationnel Copernicus, avec des utilisateurs réels et sérieux qui utilisent ça de façon quotidienne. Sur le plastique, on est en train d'en parler tout d'un coup comme quelque chose, on sait que c'est un problème de santé, on sait très bien qu'il y a un rôle à jouer, on sait que la recherche a déjà compris et est capable d'expliquer pourquoi c'est extrêmement important. On vous dit qu'on a des systèmes opérationnels pour modéliser ce qui pourrait se passer. Et il nous manque le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on a exactement aujourd'hui. Alors, si vous pouvez jouer un rôle, pour mettre en place des observatoires, c'est bien l'objet de réunion aussi pour effectivement favoriser l'émergence de ce genre de choses. Une réaction dans la salle, une question? Allez-y. Là, on est au cœur de la machine. Hein. On est à la fois dans la recherche avec Maria Ruissen, dans l'observatoire avec la modélisation des océans. On est au cœur de la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Hein. Pas de réaction? Non? Tout va bien? Tout est clair? Bon, alors on va continuer, si tout est clair. Mais ça viendra, hein, vous allez voir, ça va venir les questions. Donc, Émilie Varraud, vous êtes donc vice-présidente déléguée du Césaire Occitanie, en charge de la commission littorale. Et moi, j'ai envie de vous demander, le Césaire, c'est la réunion d'un certain nombre d'organisations. Et puis il y a plusieurs Césaires, puisqu'on a parlé de l'arc méditerranéen. Et on se rend compte finalement que ces organisations, ces Césaires, ont des valeurs communes. Ne serait-ce que la défense effectivement de l'environnement, de la mer en l'occurrence, et que ces Césaires sont engagés effectivement sur
une incitation à changer le comportement. On a commencé à en parler et peut-être que c'est le moment d'en parler un peu plus longuement. Les comportements des consommateurs, des habitants. On disait tout à l'heure que nous étions 450 millions autour de la Méditerranée. Donc il y a l'arc méditerranéen que nous connaissons bien, hein, celui qu'on a évoqué, mais il y a aussi l'arc sud. Donc 450 millions, ça suppose qu'on change de comportement. Alors-y. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce que je trouve passionnant à vous relater, en tout cas, c'est notre histoire, en fait. Ce mode de fonctionnement qu'on a dans les Césaires, je pense que tout le monde ne connaît pas ces organes de fonctionnement. Et pour autant, c'est des loupes. C'est des loupes sur notre société civile organisée, où du coup, on retrouve un parterre d'acteurs issus vraiment d'horizons extrêmement différents dans l'enceinte du Césaire. Et pour produire la vie que Nathalie a présentée sur les plastiques, ce que je trouve intéressant, c'est que pour aller au changement de comportement, c'est aussi une histoire de chemin, en fait. C'est comment on chemine ensemble dans la réflexion. Donc là, Nathalie nous a dit le petit point de départ, qui était déjà parti d'une étude sur la pêche, mais on chemine. C'est-à-dire que ces plus de 40 conseillers qui sont dans la commission littorale cheminent avec des rencontres, du coup avec des émerveillements, parfois des surprises, parfois des colères, parfois énormément de choses qui sont partagées, mais qui créent collectivement une prise de conscience et qui crée aussi des attachements différents. Et on partage des choses très différentes dans l'enceinte du Césaire, ce qui nous a permis, moi je trouve que c'est une très belle réussite, justement d'embarquer avec nous, non seulement la commission Méditerranée, mais Jean-Louis le dira, l'ensemble du Césaire Occitanie, puisqu'on est 170 conseillers, tous encore une fois extrêmement variés, et maintenant aussi l'ensemble des amis de l'arc méditerranéen depuis déjà quelques temps sur cette problématique qui n'est pas venue, encore une fois, les collègues l'ont dit, hein, mais on n'est pas une société de scientifiques au Césaire. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec des personnes issues de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du social, des associatifs, et c'est... Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire que finalement, quand on permet le cheminement à toute personne, on aboutit à un avis comme celui-là et un engagement commun. Et du coup, une envie de faire des changements. Pas des raccourcis qui sont souvent de dire « Ah, la jeunesse va s'en occuper, on va former les jeunes ». Non, nous sommes des acteurs. Aujourd'hui, le changement, ça commence par soi-même. Donc, c'est important d'arriver, je trouve, à se mobiliser tous ensemble sans écraser nos regards les uns les autres, mais bien en les partageant. Bon, je sais bien que ce n'est pas le rôle des Césaires, au moins le rôle premier des Césaires, mais enfin, comment fait-on pour amener les consommateurs, les habitants, à changer de comportement, par exemple, à éviter de jeter leur plastique dans la rivière, sachant qu'effectivement la rivière va le véhiculer jusqu'à la mer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quel est le rôle? Comment vous imaginez votre rôle là-dedans? Pour moi, on est un relais. Alors, on est un relais déjà individuel parce qu'encore une fois, ces 170 conseillers représentent des organismes, des organisations. Moi, par exemple, je suis au titre de la médiation environnementale. Donc, derrière moi, j'ai une centaine d'associations de médiation. Il y a les syndicats, il y a les scientifiques. Donc, on est tous le relais de quelque chose. Donc, quand on porte un avis commun au Césaire, on a cet effet démultiplicateur dans nos propres instances qui permettent derrière de faire boule de neige. Et puis, surtout, on fait des préconisations. Donc, Nathalie en a parlé. Quand on produit un avis, on a d'abord effectivement une acculturation commune, on cherche ensemble des pistes en tout cas qu'on a envie d'affirmer. Maria l'a redit, à l'importance d'aller vers la gouvernance, de pouvoir appuyer des besoins en politique publique, et ça c'est notre rôle. Donc notre rôle il se situe là, cette interface en fait entre une société civile organisée et la société civile, et du coup l'interface avec la gouvernance qu'on essaye en tout cas modestement aussi d'appuyer des précos, et aujourd'hui de voir des choses comme cette table ronde et cet accord avec les CES de Méditerranée qui est très important et qui montre encore une fois cet appui qu'on peut apporter et ce relais. Quand on parle de la société civile, on parle évidemment des médias. Il faut pas... Vous avez le sentiment que les médias vous entendent, vous écoutent, relaient le travail que vous faites, les alertes que vous portez? Alors, je pense que les Césaires sont souvent finalement peut-être trop modestes ou trop timides. On a besoin effectivement de mieux relayer parce que c'est un bel outil pour ma part que je connais finalement peu avant d'y être entrée il y a plus de 6 ans maintenant, alors qu'il est justement encore une fois cette loupe incroyable sur la société civile. Donc non, il y a besoin de renforcer notre lien aux médias. Je pense qu'on a besoin nous de le renforcer et eux de revenir vers nous davantage et d'appuyer nos travaux davantage. Et on espère tous ensemble
probable que des manifestations comme celle d'aujourd'hui peuvent y concourir. Tout à fait. Merci beaucoup. Marie-Jeanne Nicoli, présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse. La Corse, c'est une île, bien sûr, je n'apprends rien à personne, mais on est plutôt sensible sur la Corse, dans la Corse, à ce genre de problématiques sur les plastiques. Oui, je vous remercie. D'abord, bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, je voudrais faire une remarque et dire que je suis très heureuse de participer à cette table ronde qui est accueillie dans Digital Océan, le pavillon de Mercator Océan. Et je trouve que c'est très important de souligner le fait qu'on soit accueillis pour présenter nos travaux du CS de l'arc méditerranéen, qui est une forme de reconnaissance de l'intérêt de ce travail et de l'implication de la société civile. Et par ailleurs, je soutiens évidemment ce qui a été dit par monsieur pour Mercator Océan sur l'intérêt de l'outil qu'ils vont créer et qui sera, je crois, utile à l'ensemble de la région méditerranéenne et évidemment des océans. Donc voilà, déjà c'était mon préambule, et dire évidemment que en Corse, la société civile, qu'elle soit organisée ou pas, comme disait, puisque nous sommes, une interface et un relais, comme ça a très bien été dit à l'instant, est extrêmement mobilisée sur ces questions de réchauffement climatique et de pollution, en l'occurrence là, puisque nous intéressions aux pollutions plastiques, parce que c'est une île, et je crois qu'il faut en effet insister sur la sensibilité particulière des îles à toutes ces questions de pollution et de réchauffement climatique, parce que d'une part c'est un espace restreint avec une pression anthropique très importante et des moyens souvent très faibles pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc, et justement, je voudrais insister, parce que ça a été important, de montrer comment la société civile s'est mobilisée depuis très longtemps en Corse pour lutter contre tous ces problèmes de réchauffement climatique et de pollution, car on est affecté depuis de nombreuses années, déjà en 2022, certains d'entre vous se souviennent certainement d'un événement dramatique qui avait fait plusieurs morts et qui se multiplie chaque année avec des morts, donc on est évidemment très mobilisé sur ces questions, et également sur les vagues de chaleur, de nuit tropicale, de sécheresse qui induisent des problèmes évidemment au niveau économique et au niveau de la... Oui, on peut dire que la Corse est particulièrement sensible aux aléas climatiques, aux intempéries, aux dérèglements. Et vous avez même un problème particulier en ce qui concerne les plastiques au large du Cap Corse. Je crois que vous avez une pollution plastique particulièrement visible. Oui, qui est visible à l'œil nu, et d'ailleurs sur toutes les plages de Corse, on retrouve chaque année des oiseaux, des poissons morts, et parce qu'ils ont ingéré du plastique et des déchets plastiques sur les plages qui sont énormes, qui a suscité une forte mobilisation des associations pour faire le nettoyage des plages et un travail aussi sur les questions de pollution sur la terre et dans les fleuves particulièrement. Bon, donc c'est un écosystème et une biodiversité très fragile et qui est particulièrement menacée. Donc il y a depuis très nombreuses années une acuité particulière qui est portée par l'ensemble des habitants, mais aussi des élus sur cette question. Et en 1973 d'ailleurs, ça a été le début, un déclic très important. Il y avait eu, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait eu... un bateau de la Monte d'Ison italienne qui a été plastiqué par des associations et des militants politiques aussi, parce qu'il y avait du dioxyde de titane qui était déversé de manière massive dans le Cap Corse, ce qu'on appelait les boues rouges à l'époque. Après, il y a eu d'autres scandales de boues rouges aussi d'ailleurs.
Et on a aussi, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour pas être redondant avec ce que disent mes collègues, il y a aussi toute une l'Ifremer et tout un département de l'Université de Corté qui travaille particulièrement sur ces questions. Donc d'ailleurs, cette mobilisation de 73 a été l'origine finalement d'une traduction politique avec une revendication autonomiste à l'époque, parce que on voit bien que les Iliens, c'est pas spécifique à la Corse, sont très fortement attachés à la terre, à la préservation de l'environnement. Et donc, il y a eu je vais passer sur l'ensemble des mobilisations qu'il y a eu, mais je voudrais insister quand même sur le fait que la société civile a eu un rôle déterminant dans cette action, parce que déjà, il y a eu en 99 et qui a été effectif en 2002, une initiative d'une association, donc la société civile, le Festival du Vent, en l'occurrence Serge Auru, qui a décidé qu'en Corse, il n'y aurait plus aucun sac plastique qui serait utilisé dans les concerts, les manifestations. Voilà, l'ensemble des revendeurs d'alimentation. Et ça a été effectif en 2003 et ça a été ensuite ça a été modélisé sur l'ensemble de la France. Donc là, on voit bien que les îles peuvent être aussi des ressources de solutions innovantes et originales. On a toutes sortes d'activités, mais il y a eu aussi autre initiative qui a été prise par la société civile, en l'occurrence du CESEC de Corse en 2019, par la venue d'Isabelle Autissier faire une conférence, qui a suscité ensuite de nombreuses actions des élus, par en 2020 une prise d'une déclaration d'urgence climatique et d'urgence de lutte contre les pollutions plastiques en Méditerranée par l'Assemblée de Corse, et ensuite toute une convention signée avec le WWF et le président de l'exécutif pour mettre en place des actions concrètes à partir de 2021 en Corse, qui ont déjà produit un certain nombre d'effets. Je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont communes finalement à l'ensemble. C'est tellement riche. Voilà. Mais on voit bien que la Corse est effectivement un bel encouragement pour tous les peuples et toutes les régions, toutes les populations qui sont autour de la Méditerranée, parce qu'on voit que vous avez pris au sérieux cette question-là. Elle est d'autant plus importante, ça m'intéressait ce que vous disiez sur l'utilisation des plastiques, quand on voit que par exemple on est en train de reculer un tout petit peu quand même sur l'Europe en ce qui concerne les plastiques à usage unique. Il est important que localement il y ait des initiatives qui poussent à la roue et qui montrent qu'il y a une solution et que ça peut venir de la mobilisation de la société civile, de la mobilisation des gens sur place, de ceux qui sont aussi les acteurs et les responsables de la situation. Et vous le disiez tout à l'heure, comment on agit. En fait, c'est une société de proximité aussi en Corse, donc le relais est d'autant plus facile avec les élus. Et nous, il y a effectivement une volonté aujourd'hui de limiter, voire drastiquement l'usage des plastiques à usage unique, et c'est déjà le cas dans tout ce qui est l'administration, les marchés publics, mais également il y a une prise de position aujourd'hui encore plus radicale sur l'idée que le recyclage des plastiques posait un certain nombre de problèmes et qu'il était bien plus important d'éradiquer complètement l'usage du plastique, et c'est une disposition que l'Assemblée de la jeunesse de Corse a prévu dans le cadre de l'évolution institutionnelle, en souhaitant qu'en effet ce soit une des priorités dans le cadre de l'autonomie éventuelle de la Corse. Je ne sais pas s'il est d'usage d'applaudir, mais on pourrait applaudir en tout cas au moins mentalement ces initiatives-là, parce que je crois que la Corse donne l'exemple. Alors justement... Et juste, je voudrais conclure pour dire qu'on est... Non. Ah non. Nous sommes évidemment, nous avons répondu très vite. Ils exagèrent toujours les Corses. Hein, ça. Et oui, très vite et avec beaucoup de détermination à la sollicitation de Jean-Louis Chauzy pour participer aux travaux du CES de l'arc méditerranéen. Et évidemment, on est partie prenante et on espère active dans l'évolution vers un observatoire, en sachant qu'en Corse aussi, il est prévu qu'un observatoire soit mis en place.
Bien, merci en tout cas. Nathalie Van den Broek, merci d'être arrivée un peu en retard, mais d'être arrivée, d'être là, d'être présente. Merci. Je vais vous demander d'intervenir au nom du CESE. Donc Oui. Vous êtes membre. Alors le CESE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil économique, social et environnemental national. C'est celui qui chapeaute l'ensemble des Césaires. Je fais simple, hein, je ne rentre pas, rentre pas dans les relations institutionnelles parfois compliquées et autres. Donc, je disais tout à l'heure, en ouverture de propos, que nous sommes 10 ans après la COP 21 de Paris. Et que donc là, nous allons entrer dans l'UNOC 3, qui normalement devrait conduire à un certain nombre de solutions concernant la vie, la santé des océans. Qu'est-ce qui peut se passer réellement ? Je ne suis pas médium. Pardon. Non, juste pour resituer au départ. Donc, je suis également membre du Césaire Provence-Alpes-Côte d'Azur et membre du CESE, mais il n'y a pas particulièrement de lien hiérarchique, il faut le rappeler, entre le CESE et les Césaires. Non, c'est important, parce qu'ayant la double casquette, j'ai un petit côté schizophrène, donc voilà. Il n'y a pas de hiérarchie sur les deux. Et effectivement, au CESE, donc nous avons sorti 2 avis depuis. Le premier, c'était il y a 2 ans, sur le traité international qui est en cours de négociation pour lutter contre la pollution plastique. Et là, il y a 3 mois, nous avons sorti un avis donc, sur l'UNOC. Qui n'est toujours pas signé, le fameux traité. Hein, non, il est en cours de négociation. Et c'est important que voilà, vous le disiez, effectivement. Le calendrier était très restreint et l'ambition était quand même très grande puisque sur le papier il est marqué qu'il fallait que dans les 2 ans il y ait un traité qui sorte, qui soit juridiquement contraignant, ambitieux et qui travaille sur tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire vraiment de l'extraction du pétrole, qui est quand même la matière première pour fabriquer du plastique, sur son utilisation et sur sa fin de vie. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs forces en présence dans cette négociation, avec des pays qui sont plutôt favorables à un traité ambitieux. Ce sont des pays qui sont dans la High Ambition Coalition, où là, c'est ce que je viens d'énoncer. Mais il y a d'autres pays, avec des pays producteurs de pétrole notamment, qui, eux, sont plutôt favorables sur un traité plutôt volontaire et qui travaillerait surtout sur la fin de vie, c'est-à-dire au moment où le plastique est un déchet. Voilà, et donc nous avons sorti un avis. C'est important de rester sur ces ambitions fortes, puisque je pense que tous les intervenants l'ont signalé. La pollution plastique, c'est vraiment un fléau. Il y a le plastique visible, mais il y a aussi le plastique invisible. Et il faut savoir que quand une bouteille arrive en mer, elle coule et ensuite elle va se dégrader. C'est-à-dire qu'on va avoir le macro, puis le micro, puis le nanoplastique. Et c'est-à-dire que cette pollution-là, on ne la voit pas, elle est invisible, mais malheureusement elle existe, elle va rentrer dans la chaîne alimentaire. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait, on avait du plastique dans le sang, dans le lait maternel, voire même dans le placenta. Donc c'est vraiment, on se rend compte aussi qu'il y a probablement un impact sur la santé, et c'est donc une problématique qu'il faut prendre en compte dans son tout. Voilà. J'ai absolument pas répondu à votre question, vous allez me dire. Non, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question et vous avez bien fait de faire cette incidente parce qu'elle est de taille, elle est importante. Mais ma question, c'est quand même, est-ce qu'on peut attendre Qu'est-ce qu'on attend de l'UNOC, pardon 3 Est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce qu'on attend de l'UNOC Est-ce qu'on peut attendre des engagements? Alors, puisqu'on voit qu'on a du mal à signer les traités internationaux. Oui, alors c'est vrai qu'on a du mal à signer les traités internationaux. Alors l'UNOC, donc c'est le 3e rendez-vous. Hein, je pense que vous savez, il y en a eu un premier à New York, un deuxième à Lisbonne et le 3e. Donc le premier, c'était... Alors moi je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc il faut quand même voir les choses positives. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années que l'océan arrive enfin dans les agendas internationaux. Il faut voir ce côté-là. Certes, pas assez, mais c'est un début. La première UNOC, finalement, c'était pour parler des enjeux de l'océan. La deuxième conférence UNOC, c'était sur l'économie bleue. Et donc, ce 3e UNOC, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des engagements qui soient pris. Alors, certes, ils ne seront pas contraignant, ça va être volontariste, mais en tout cas, nous, on pousse, en tout cas au CESE, on pousse pour que la France, qui en plus est co-organisateur de cette UNOC avec le Costa Rica, il faut rappeler, eh bien, ait une ligne de conduite et des ambitions. Donc nous attendons du président de la République des annonces que nous souhaitons engager.
engageante pour l'État et qu'ensuite, voilà, on ait une exemplarité et qu'on mette en place des choses, que ce soit sur la pêche, sur la pollution plastique, sur les aires marines protégées, sur le transport maritime, sur l'exploration des grands fonds où nous souhaitons que le moratoire soit maintenu. Voilà, donc les attentes en tout cas sont fortes. Je pense que l'ambition est là. Maintenant, on va attendre, donc c'est vendredi prochain, vendredi 13, où normalement, alors je crois que ça s'appelle les accords de Nice, mais ça a peut-être changé de nom, qui vont normalement donner un peu une feuille de route que nous souhaitons ambitieuse. Très bien, merci. Et y a-t-il des réactions? Je reviens vers vous au cas où, je ne sais pas, je ne vois rien, je n'entends rien. Non, tout va bien? Bon, eh ben nous allons continuer, et presque terminer d'ailleurs notre petite session d'aujourd'hui. Jean-Louis Chauzy, président du Césaire Occitanie, président du réseau des CES de l'arc méditerranéen. Je veux dire que vous êtes doublement à la manœuvre dans cette affaire sur les plastiques. Votre objectif, mais c'est l'objectif que tout le monde partage ici, c'est l'éradication des plastiques, c'est clair. Alors on y va comment? Et ça se passe comment? Alors l'objectif est de rester groupés, rassemblés, pour tenir une épreuve qui est assez redoutable, dans un environnement où nous sommes confrontés à deux défis. La paix en Europe pour les Européens et la paix en Méditerranée, sortir des horreurs entre Israël et Palestine, 70 ans d'horreur qui doivent s'arrêter, trouver un terme par la paix, d'abord. Et le deuxième challenge, c'est d'être à la hauteur des défis que nous décrivent depuis août 2021 le rapport du GIEC disant que dans le monde, l'espace, le premier concerné, qui ne serait pas toutes les urgences, serait la Méditerranée. Mais le GIEC 2021 expliquait que c'était pour 2030-2031. Et ça a commencé en 2022. Les réchauffements climatiques, les incendies, la Méditerranée déchaînée et les orages qui font des dizaines de morts, dont en Corse au cœur de l'été, ça a obligé à nous ressaisir. Et quand Nathalie et la commission littorale préparaient l'avis sur les plastiques, comme nous n'avons que 221 km de côte, il fallait partager. Pendant que la commission travaillait, deux ou trois collègues, dont l'ancien président Marc Chevalier de la commission, nous prenions contact aux Baléares avec nos amis des Baléares et de la Catalogne pour partager l'enjeu. Et au point de presse qui a suivi, on s'est exprimé collectivement. Et le même jour, on n'y est pour rien, il y avait une grande manifestation des habitants des Baléares contre le surtourisme et les plastiques en Méditerranée. Ça tombait bien. Et nous avons enchaîné après sur une étape supplémentaire portée par un grand groupe de presse quotidienne régionale au Quorum à Montpellier, près de 300 personnes réunies, tous les 8 Césaires, toutes les collectivités introduites par le commissaire européen qui était un Estonien, suivi du prince, son Altesse le prince de Monaco, pour parler convenablement, qui a été le second intervenant, et conclu par l'État, le préfet et la présidente des régions de France, qui est aussi notre présidente. Et ça nous a permis de créer l'année suivante le réseau des Césaires de l'arc méditerranéen, nous engageant fermement sur 2 points. Un, et je remercie le directeur de Mercator Océan de sa présence et de permettre de créer les conditions de signature d'une convention avec les 8 présidents de région et les 8 Césaires, 3e trimestre 2025 pour ne pas perdre de temps, pour bénéficier, bien comprendre ce que permet Mercator Océan par la connaissance scientifique, qui nous permettront de faire évoluer les politiques publiques et nous d'engager la société civile, les ONG, pour partager chacun à sa place, sans prendre la place du voisin, partager une ambition qu'on ne peut réussir que collectivement. Et je redis à Nice, le 7 juin 2025, ce que nous avons dit ensemble le 29 septembre 2022 à Montpellier. La Méditerranée est en urgence, parce que c'est une mer fermée, une mer quasi morte, qui peut mourir par asphyxie, et les plastiques sont contributeurs de la dégradation des écosystèmes, portent atteinte aussi à la santé publique, des microparticules aux nanoparticules. Il en découlera des travaux que nous aurons à reprendre collectivement sur la thématique santé-environnement. Donc ça, c'est l'urgence. Mais pour rester lucide, l'arc méditerranéen, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que nous militons, je terminerai par ça pour y arriver,
à obtenir de l'Union européenne 25 ans après le sommet de Marseille, où l'Europe s'était déplacée 3 jours et avait dédié une journée à la société civile avec les conseils sociaux des États et des régions concernées, pour avoir les moyens de politique publique portés et partagés par les États, pour faire toutes les conversions nécessaires. Sur le plastique, c'est très clair aujourd'hui, ce n'est pas le recyclage, c'est l'éradication par l'annulation des fabrications, l'interdiction des fabrications, et accompagner les entreprises concernées pour qu'elles gèrent leur transition sans que les salariés en fassent les frais. Donc c'est tout ça que nous portons, avec une grande lucidité sur les obstacles à franchir, mais une grande aussi lucidité et motivation collective pour faire partager cette ambition et y associer la société civile, à la fois sur le plan mathématique, la question de la paix, et la question à la hauteur des urgences, qui ne sont pas que théoriques. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux. Je vous remercie beaucoup, M. Mahurel, de permettre, nous avoir permis l'événement. Pour nous, c'est une promotion que des acteurs dits consultatifs, mais fortement engagés par anticipation sur les grands dossiers, puissent dire aussi à nos présidents, présidentes de région, mettez en œuvre, parce que ce n'est pas pour nous, ça nous dépasse, mais c'est pour le bien commun, nos enfants et nos petits-enfants. Et ça vaut le coup de se remuer, même une veille de Pentecôte. Merci Jean-Louis Choisy. On a compris qu'il y a encore pas mal de travail, même si d'ores et déjà on va concrétiser peut-être un premier geste, un premier temps fort, qui est la signature de la convention avec Mercator, c'est ça? On va pouvoir faire ça. Ça sera peut-être un moment assez important de cette matinée, je pense. Ça n'est pas l'aboutissement, mais c'est un jalon dans un parcours qui reste encore assez long. Je remercie tous les intervenants qui ont été brillants, qui ont répondu à toutes les questions, même quand elles étaient un peu embarrassantes. Je vous remercie de votre écoute. J'étais prêt à accueillir toutes vos questions, mais en tout cas, merci d'être venus. Et donc, on va procéder. On signe à côté. On signe à côté, c'est ça? Voilà. On va signer à côté. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ah, une question. Ah. Attendez, j'arrive. Si je retiens bien, moi qui suis tout à fait hors de votre système et de votre... Oui, si je retiens bien... Oui, si je retiens bien, c'est ce qu'a dit monsieur... Alors, je ne sais plus quel est votre nom, président du Mercator. C'est-à-dire qu'il faut développer partout, des points de contrôle. Des points de contrôle, et faire remonter comme une analyse scientifique toutes les mesures pour que les instruments qui sont mis en place de façon extraordinaire puissent nous faire bouger. Sinon, jamais on bougera. Absolument. Ça sera le mot de la fin, madame, parce qu'on me fait signe qu'il faut absolument qu'on arrête. J'ai encore un peu débordé sur le temps, donc merci. En tout cas, merci de votre intervention et merci encore à nos invités.